tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 3 nouveaux livres où on va parler Japon. On va avoir un roman et il y a 2 titres de sociaux qui parlent les 3 du Japon. Du coup je me suis dit que ce serait idéal de vous proposer une vidéo où je réunis les 3 parce que du coup ça fait sens avec du coup le dernier Michiko Aoyama, Rencontre au parc Inode, qui est sorti hier au moment où je filme, le 8 avril je crois, ou le 7. Et il y a 2 livres comme ça publiés aux éditions Les Arènes, écrits par Vanessa Montalbano, qui parlent du Japon. Et donc on a Vua Harajuku et il y a Tokyo Crush qui sont sortis ou ressortis récemment. Celui-ci est ressorti je crois. Enfin bref, voilà, on a de la sociologie qui parle du Japon et un roman de littérature du coup japonaise qui vient de sortir. Donc on commence par le Michiko Aoyama, dont j'ai reçu le service de presse récemment. Regardez comme il est beau. Celui-ci j'avais hyper hâte de le lire. J'aime beaucoup Michiko Aoyama, c'est celle qui a écrit le fameux La bibliothèque des rêves secrets, Un lundi parfum matcha, Un jeudi saveur chocolat. Donc à chaque fois ça se présente de la même façon. Elle parle très souvent de 5 personnages qui évoluent, qui ont leur vie, mais qui sont un petit peu réunis par un endroit. Par exemple dans La bibliothèque des rêves secrets, c'est une bibliothèque qui unit ces personnages. Quand bien même ils ne se croisent pas directement, en fait il y a un lieu en commun qui tourne un petit peu autour des personnages. Dans Un jeudi saveur chocolat et dans Un lundi parfum matcha, c'est un café. Et ben là, c'est le parc Inode. Le parc Inode en fait qui se trouve en bas. Il y a d'un nouveau complexe, il y a d'immeubles qui s'appelle Advance Hill, qui est un tout nouveau complexe un petit peu sympathique. Et on suit en fait 5 personnages qui habitent dans ce nouvel immeuble et qui vont y découvrir ce parc. Et il va leur arriver, il y a des choses bien. Alors, dans le premier chapitre, on suit un jeune homme, je crois qu'il est collégien, et en fait il ne fait pas trop d'efforts pour avoir des bonnes notes. Il écoute, il travaille un peu et ça lui suffit en fait pour avoir une scolarité correcte. Et en fait, avant d'entrer au lycée, en entrant au lycée, il se rend compte qu'en fait il pêche et il n'est pas si bon que ça. Mais il ne va pas se poser, il y a tellement de questions, il va se dire ce que j'ai fait jusqu'à présent c'était suffisant. Voilà, il ne comprend pas trop pourquoi. Et en fait, grâce à ce fameux parc Inode et surtout face au fameux hippopotame qui est en fait une balançoire, ça c'est vraiment le point commun de ce roman, c'est qu'au sein en fait du parc Inode il y a une espèce de balançoire en forme d'hippopotame, et si on touche la partie du corps de l'hippopotame qui nous fait mal ou on a un problème, et ce sera réglé. Donc vous voyez, c'est un petit peu une histoire mignonne. Et ce garçon-là va entendre parler de cette fameuse légende, et en fait il va se rendre compte qu'il ne faisait pas tellement d'efforts et qu'il va falloir qu'il travaille plus. Voilà, c'est en fait à chaque fin de chacune des histoires d'un des personnages, il y a une espèce de petite morale comme ça. Ensuite on va avoir une femme qui a une petite fille et son mari. Elle s'occupe principalement de l'enfant, comme c'est très souvent le cas pour les mères, et surtout au Japon c'est vraiment surtout les mères qui s'occupent des enfants. Elle ne travaille pas du coup en attendant. Elle met sa fille à la garderie je crois, et en fait ça va être un petit peu son rapport aux autres mères. Des mères qu'elle juge pas forcément intéressantes, elle ne se soucie pas trop de leur vie, ces femmes qui vivent d'une façon, elles se retrouvent pour cancaner, elle ça la saoule et elle n'ose pas vraiment dire qu'elle n'a pas envie de participer à ça parce que ça se fait pas trop en fait, c'est un petit peu, faut se retrouver entre mères pour parler de ses enfants, ça se fait, et en fait elle ne va pas tellement oser dire le fond de sa pensée. Et elle va faire la connaissance de la responsable du pressing qui s'appelle Sunrise Cleaning. C'est elle qui lui parle du fameux hippopotame et ça va lui faire un petit peu amener à réfléchir différemment. Ensuite on suit une jeune femme qui vit avec ses parents, qui travaille mais qui ne travaille plus actuellement parce qu'elle a un problème d'oreille. Et j'avais également un problème d'oreille au moment où je lisais, d'ailleurs c'est pas totalement fini. Donc du coup elle est en congé maladie et elle va toucher la fameuse oreille de l'hippopotame pour essayer d'aller mieux. Et il faut savoir que cet hippopotame il a été un petit peu tagué, abîmé par des gens pas très sympas, et que le premier protagoniste du roman fait en sorte de le réparer. Voilà. Ensuite on a un homme qui a des problèmes d'yeux.
C'est le fils de la responsable du pressing, il n'a pas de bonne relation avec elle et il va apprendre en fait que sa femme se rend régulièrement au pressing pour avoir, il y a des nouvelles de ça. Il y a belle-mère et il va il a touché les yeux de l'hippopotame pour aller mieux. Et le dernier protagoniste, faut que je regarde mes notes, c'est Yuya, un enfant de primaire qui en fait va prétendre avoir un problème de jambe et boiter pour ne pas participer à une course. Et en fait, ce boitement qu'il prétend avoir va lui entraîner un vrai problème à la jambe. Du coup, il va toucher la jambe de l'hippopotame pour aller mieux. Et en fait, à chaque fois, ça leur apporte une petite leçon de vie. Voilà, donc c'est un roman qui se lit très rapidement, hein, très clairement. Moi, je crois qu'en 2 jours, c'était lu. Voilà, si vous souhaitez une lecture feel good, un peu comfort reading, je vous conseille le tout dernier Michiko Aoyama qui est très beau et qui à chaque fois présente une très jolie couverture. Et ensuite pour terminer cette vidéo, on va parler sociologie et Japon. Donc pour tous les amoureux ou les curieux du pays du soleil levant, je voulais vous parler de Vue à Harajuku et Tokyo Crush de Vanessa Montalbano, publié aux éditions Les Arènes, que j'ai reçu récemment dans mon rayon. Alors, Vue à Harajuku, comme son nom l'indique, va parler plus de mode, va parler de l'histoire du Japon, de la sociologie du Japon par le vêtement. Et notamment Harajuku, qui est un petit quartier situé vers Shibuya, qui au tout départ accueillait un petit peu les personnes, il y a Lolita avec des styles très poussés, très originaux. Actuellement, du moins dans mon cas, quand j'y suis allée en 2019 et quand j'y suis retournée en 2023, il y avait énormément de monde, de jeunes, touristes et japonais, mais on a des styles très diversifiés. Il n'y a plus beaucoup, je trouve, de personnes hyper loufoques, hyper originales, qui arborent un style très très poussé, mais on a un petit peu de tout et c'est ça qui est bien à Harajuku, c'est que comme il y a McDonald's le dit, et je n'aime pas cette chaîne, je trouve que c'est dégueulasse, mais bref, venez comme vous êtes, voilà, que vous soyez minimaliste, original. Et par exemple, Vanessa Montalbano nous parle d'une boutique de t-shirts uniquement blancs dans laquelle elle s'est rendue et dont le propriétaire possède une boutique également de t-shirts uniquement noirs. Donc voilà, elle parle de l'histoire du Japon via le vêtement, de certaines personnes de sous-culture qui arborent des styles très poussés, de l'uniforme également au Japon, du fait que dès l'école primaire les Japonais ont des uniformes qui diffèrent selon les établissements et les préfectures, que souvent il y a d'ailleurs l'uniforme est très sexualisé chez les filles, on les sexualise et quand même elles ont 13-14 ans, même quand elles sont des enfants, ce qui est très problématique parce que juste elles sont obligées d'être habillées comme ça, sauf que souvent elles sont très sexualisées. Elle parle également de la rencontre avec une de ses voisines qui s'appelle Hana, qui arbore elle aussi un uniforme bien qu'elle soit adulte pour aller travailler. Souvent c'est une chemise blanche, une jupe bleu marine au genou, une veste un petit peu de costume qui fait paraître les Japonais très très similaires. Et en fait les Japonais, on se rend compte que quand bien même ils sont scolarisés ou bien ensuite quand ils travaillent, ils arborent à chaque fois un uniforme et ils sont habitués à cette uniformisation comme ça du vêtement. Les femmes portent très souvent des trench et ça m'avait vraiment marqué en 2019. Je m'étais dit, et c'était en avril, je m'étais dit mais elles sont toutes des trench. Et effectivement il n'y avait pas de veste en jean, pas de veste en cuir, enfin pas de bomber, bref c'était un petit peu une uniformité assez dingue. Et du coup cette fameuse Hana, elle la croise, elle n'ose pas lui dire grand chose de plus que bonjour en japonais quoi. Parce que les Japonais n'osent pas trop se parler même quand ils sont voisins, c'est très chacun sa vie quoi. Et puis un jour elle va la croiser vêtue d'une perruque blonde très longue etc, un petit peu habillée en Lolita. Et en fait elle va se rendre compte que cette fameuse Anna, les week-ends, elle a un petit peu une vie wouhou. Et du coup elles vont devenir amies, Anna va lui en apprendre plus sur la culture japonaise, bref c'est hyper intéressant. Donc c'est surtout celui-ci, une approche de la culture japonaise via le vêtement, mais pas que. Alors que celui-ci, Tokyo Crush, c'est plus largement la culture japonaise, de par le couple, il y a notamment le couple, les hommes, le mariage, il y a Tinder, la difficulté de nouer des liens avec des hommes,
du fait que les Japonais considèrent qu'une femme passée de 30-35 ans est un petit peu périmée si elle n'est pas mariée, donc de la difficulté de Vanessa et de ses amies étrangères ou japonaises à se trouver un compagnon, du fait que certains ne sont pas très honnêtes, certains par exemple avaient déjà une compagne avant de sortir avec elle, certains l'ont proposé en mariage, enfin l'ont demandé en mariage pour de mauvaises raisons. Elle parle de cette difficulté là, par exemple que certains, et ça c'est très similaire à la Corée, n'aiment pas la confrontation directe, mais préfèrent s'éloigner petit à petit, quand bien même vous êtes en couple avec. Si vous vous rendez compte que vous n'avez plus de nouvelles du dit your boyfriend quoi, bah c'est que c'est mort. Il vous dit bye bye. Donc voilà, elle parle des love hotels, de cette culture qui est très développée au Japon. Il faut savoir que très souvent les jeunes femmes et hommes vivent en famille jusqu'à ce qu'ils se marient, souvent c'est très courant, comme en Corée. Et du coup, il est courant pour un couple ou un coup d'un soir, il y a d'aller dans un hôtel, et notamment un love hotel, pour faire leur truc. Parce que on va peut-être pas aller chez les parents, ça se fait pas trop. Donc voilà, et d'à quel point certains ont des concepts totalement loufoques. Du coup Vanessa nous raconte ça, les aventures qu'elle a eues à l'hôtel. Il n'y a pas forcément pour aller faire des trucs, hein, mais pour profiter des concepts totalement loufoques. Par exemple, il y en a avec des baby-foot, il y en a avec des lits en mode haut, il y en a... Enfin vraiment des trucs de ouf. Voilà, les Japonais en fait, ce qui est drôle avec le Japon, c'est que c'est une société très lisse et respectueuse et basée sur plein de codes, mais en même temps c'est une société faite pour les gens seuls et pour les divertir de leur quotidien très travail, très stressant. Du coup c'est très paradoxal, ça fait très étrange. Elle parle également des hosts. Ah oui, il faut savoir qu'au Japon, et nous on en a vu également, il y a notamment des rabatteurs à Shinjuku, mais il y a de bars, il y a d'host bars, donc il y a des bars qui engagent des jeunes et beaux hommes pour faire la discussion, pour faire boire des femmes surtout. Théoriquement ils ne sont pas censés coucher avec, théoriquement ce n'est pas de la prostitution, mais on sait comment ça peut finir. Vanessa s'est rendue compte par elle-même qu'il y avait des hosts qui couchaient avec leurs clientes. Elle-même est allée plusieurs fois dans des host bars, et il y a notamment quand elle était en date, genre le gars s'est dit je vais amener mon date dans un bar, il y a d'host où il y a des autres mecs, ça ne lui posait pas de problème, ça m'a fait bizarre, c'était assez drôle. Mais voilà, et du coup Vanessa a pu approcher ce milieu un petit peu bizarre quand même, parce que ces hommes-là sont obligés d'être sympas, il y a beau, sont obligés de boire pour contenter leurs clientes et leurs supérieurs, donc c'est quand même assez chaud. Et elle nous parle, il y a notamment d'un fameux Roland qui est le roi des hosts, le numéro 1 des hosts, très connu du milieu, avec des longs cheveux blonds. Il y a d'à quel point ces hommes sont sympas, trop gentils même. Il partage avec elle par exemple en privé une fois qu'elle y est partie leur routine, leur repas, se soucie de comment elle va, enfin bref voilà. On parle dating, on parle amis, elle nous parle également du fait qu'elle a appris le japonais en arrivant au Japon, qu'elle voulait être quand même intégrée, qu'elle a travaillé dans un izakaya. Donc les izakaya ce sont des espèces de bars où on y peut manger, ouverts très souvent les soirs, et expérience qui lui a permis du coup d'améliorer son japonais et de se confronter directement à la culture japonaise, et notamment des hommes après le travail qui se réunissent pour se murger la gueule littéralement, et d'à quel point certains japonais se retrouvent complètement morts dans la rue, à cuver, dans la rue, et ça en Corée c'était la même. Après il faut savoir que ce sont des sociétés hyper sécurisées où on va pas venir vous racketter ou vous violer ou vous agresser quand bien même vous êtes en mode très... Enfin, où vous ne répondez plus de rien, complètement au sol quoi. Donc ils ont cette chance si on peut dire, ils seraient en France, ils arrêteraient de faire ça parce qu'ils se seraient fait déjà agresser. Bref, voilà. Donc beaucoup basé sur le couple, sur les hommes, sur la difficulté de trouver sa place, de sortir un petit peu des cases, de la difficulté de plein de trucs. Bref, voilà, c'est hyper intéressant. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Japon, je vous invite largement à découvrir cette collection aux arènes. Et est-ce qu'on peut parler... Alors en fait moi j'aime beaucoup les deux couvertures parce que celle-ci est plus minimaliste et celle-ci elle est hyper colorée, j'adore, hyper efficace. Voilà, je suis très fan. Donc cette vidéo se clôt ici avec 2 livres de sociaux sur le Japon et un roman japonais. Voilà, je mets à ces livres chacun
au moins 8,5, 9 sur 10. Ils m'ont beaucoup diverti, ils m'ont appris des choses. C'est ce qu'on veut. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo entièrement consacrée au Japon, parce que le Japon c'est cool. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me fait hyper plaisir. Moi je vous dis à très bientôt, comme d'hab, bye.